Allez, et bien c'est parti, donc bienvenue et Merci. on vous écoute. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à tous. On ne vous voit pas, mais on vous devine, et ça fait plaisir de vous savoir avec nous. Donc, merci d'être là, et aujourd'hui, on va vous parler de Kanban. Alors, avant de commencer, on vous demanderait de pouvoir prendre une feuille de papier et un bic pour un petit exercice qui aura lieu dans 5-10 minutes. Donc, si vous pouviez vite prendre ça quelque part à côté de chez vous. Nous ferons un petit exercice par la suite. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est avec du vrai papier, quoi. C'est Oui, ça que tu... du Ok. vrai Avec du vrai papier ouais. et un vrai stylo, ouais. Ouais, À l'ancienne. avant. Alors, on va vous parler de Kanban. En fait, Kanban, c'est quoi? Alors, depuis que Seb et moi, on accompagne des équipes, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oh, mais on fait déjà du Kanban, on n'a pas besoin, nous, de suivre une formation. » Et donc, on se dit « Ouais, ok, mais montrez-nous ce que vous faites. » Et donc, ces équipes-là, en tout cas une partie, ils ont un tableau avec des tâches, donc des colonnes à faire, en cours, réalisées. Ils ont des post-it. Parfois, les plus modernes utilisent des outils virtuels. Donc, on est nouveau dans le monde virtuel, comme ici. Et puis, ils nous disent, mais nous, voilà, on a les bases pour faire Kanban. Alors, c'est vrai, ils ont les bases et le fait d'avoir un tableau avec des post-it qui représentent le flux de travail, c'est vraiment la base, mais ce n'est pas suffisant. Kanban va beaucoup plus loin que ça. Et donc, nous, on a l'intention de vous montrer aujourd'hui, dans la conférence qui a lieu maintenant, mais en fait, qu'est-ce que Kanban peut apporter en plus qu'un tableau visuel. Alors peut-être avant de décider de dire c'est quoi Kanban, les bénéfices que nous avons constatés, Sébastien et moi, dans l'accompagnement des équipes, c'est que Kanban, en fait, apporte pas mal de bénéfices en termes de collaboration. Entre autres, on parle beaucoup du confinement, évidemment, mais pendant le confinement, on s'est rendu compte que les équipes qui étaient en mode Kanban se rencontraient, et donc il y avait moins de problèmes d'isolement. Il y a aussi beaucoup plus de transparence, ça veut dire que le client en fait voit ce qu'on fait, chacun voit ce que les autres font, donc ça améliore la confiance entre le client et l'équipe. Et enfin, il y a un flux qui est documenté, et donc on sait effectivement où on en est et quelles sont les étapes qu'on doit faire pour nous améliorer. Alors Kanban est né dans les années 50, c'est chez Toyota, et le but c'était de répondre à un besoin en fait dans l'entreprise automobile, de pouvoir être compétitif par rapport au marché américain. Et donc pour ça, un ingénieur dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Taishi Ono. Pardon ? Taishi Ono. Taishi Ono, merci. Il a mis au point en fait un système pool, ça veut dire un système qui permet que la production soit plus proche de la consommation pour éviter en fait d'avoir des déchets. Et donc pour ça on a mis en place le système pool. Et un système pool ça veut dire je tire. Donc ça veut dire qu'on se met du côté du client et celui qui est le plus en amont de la chaîne de production va tirer les tâches vers les personnes qui sont plus en aval. On reviendra un peu plus en détail là-dessus. Mais en gros, celui qui est au bout de la chaîne, il va dire à un moment, voilà, j'ai terminé ma tâche, je suis là, j'ai terminé, préparez une tâche suivante pour moi. Et donc, c'est vraiment dans Kanban, c'est vraiment le signal visuel qu'on reçoit, c'est de dire, il y a de la capacité disponible. Alors, Kanban n'est pas, on va commencer par ça, donc ce n'est pas une méthode de gestion de projet, on ne fait pas du Prince 2. Alors ce n'est pas un processus de développement de logiciel non plus. Et d'ailleurs, nous on est persuadés que Kanban en fait s'applique à bien d'autres milieux que le milieu de l'informatique. Donc on peut l'employer vraiment dans des tas de domaines. On a déjà utilisé par exemple dans un département RH pour gérer les formations. Par contre, du coup, on vous a dit ce que Kanban n'était pas, mais alors c'est quoi Kanban ? Alors on va prendre un simple exemple, pardon. On va prendre l'exemple d'un fast-food en fait, qui fabrique des hamburgers. Et on peut considérer qu'il y a un processus très simple en 3 étapes. La première étape, on prend les commandes chez les clients. La deuxième étape, on cuit la viande. La troisième étape, on emballe les hamburgers. Donc il y a bien 3 étapes qui sont reprises. Et Kanban, comment ça va marcher dans cet exemple-là ? Mais la première chose, c'est qu'on va d'abord réfléchir, c'est quoi en fait, pourquoi on est là ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on livre aux clients ? Alors, on livre des hamburgers, donc c'est pas mal, c'est assez tendance encore.
On livre des hamburgers, donc on sait à quel client on le fait, mais qu'est-ce qu'on veut améliorer dans notre processus? Est-ce qu'on veut améliorer la qualité des hamburgers? Est-ce qu'on veut diminuer le temps de livraison? Et donc nous, on va se dire, on met le focus sur la diminution du temps de livraison. Et donc pour le faire, on va simplement regarder mais comment on fonctionne aujourd'hui. On visualise le flux de travail, la visualisation très important. Et puis ensuite, une fois qu'on aura visualisé, on va identifier les goulots d'étranglement. Imaginons par exemple que l'emballage des hamburgers est l'étape qui prend le plus de temps. Eh bien dans ce cas-là, on pourrait dire, OK, on va renforcer, on va mettre une deuxième personne pour que l'emballage se fasse plus rapidement et que le client soit servi aussi plus rapidement. Donc simplement un exemple pour montrer, voilà, on visualise, on fait un diagnostic et on s'améliore. C'est vraiment le fondement de la méthode, du cadre de travail Kanban. Donc en fait, dans Kanban, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect changement et il y a l'aspect livraison de service. Alors si je prends le changement, notre souhait dans un processus de changement, généralement, c'est le suivant. On commence à un endroit, on a une transition, ploup, et on arrive à un autre, et voilà, tranquillout, j'ai fait mon changement. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. La façon dont ça se passe, ça va être généralement ce qu'on va retrouver ici, c'est une courbe en J, qu'on appelle en japonais un kaikaku, qui va demander une grande tolérance et un grand investissement de la part de l'organisation. Alors on a un statu quo, bon, c'est le point de départ, et puis on a une décision de changement. Comme cette décision de changement vient généralement d'une hiérarchie, il y a une résistance, et puis il y a une période de chaos parce que c'est des nouveaux processus, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça ne va pas. Et puis seulement après un certain temps, on intègre et on voit les bénéfices. Et on a un nouveau statu quo. Quand c'est poussé par la hiérarchie, généralement c'est mal accepté parce que d'abord c'est pas nous qui faisons les changements. Et surtout, ça manque parfois de cohérence en fait avec ceux qui font le travail sur le terrain. Nous, notre préférence, c'est pas un kaikaku, c'est ce qu'on appelle en japonais un kaizen. Donc c'est un processus étape par étape, beaucoup moins long, beaucoup moins épuisant, et qui est nettement moins risqué aussi. Alors, dans Kanban, il y a 6 principes. 3 principes pour la gestion du changement, et il y a 3 principes pour la livraison de flux. On va commencer par les 3 principes de la, livraison de la gestion du changement. Le premier principe, c'est de commencer par ce que vous faites déjà. Donc Kanban repose toujours sur un processus existant. On ne va pas venir installer un nouveau processus. On va vraiment d'abord visualiser ce qu'on fait, mais la première étape dans Kanban, c'est de ne rien changer. Juste, on visualise. La deuxième, c'est d'opter pour un changement évolutif. Donc comme on le montrait, c'est vraiment de faire des petites étapes par petites étapes et pas un gros changement. Donc on va vraiment regarder, quelle est la première chose qu'on devrait changer dans notre processus. Et puis on va le mettre en œuvre et on va voir si ça fonctionne et puis on fait le prochain changement. Le troisième grand principe de la gestion du changement dans Kanban, c'est de stimuler le leadership à tous les étages. On pense que c'est vraiment important d'avoir l'avis de tout le monde. Et on pense également que c'est un... Pardon. Donc, le leadership est vraiment important simplement parce que dans une organisation, tout le monde a potentiellement une idée à apporter. Et ce serait vraiment un gaspillage de ne pas en profiter. Donc il est important que les leaders stimulent vraiment cette culture qui permet à chacun de s'exprimer et de pouvoir profiter de l'intelligence collective. Alors à côté des 3 principes de gestion du changement, on a 3 principes pour la livraison de services. Le premier principe, c'est de mettre l'accent sur le client. Donc le client est central. Donc chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se poser la question, est-ce que ça a un bénéfice pour mon client ? Est-ce que c'est intéressant pour lui? Est-ce que il serait prêt à payer pour ce qu'on fait, que ce soit un bénéfice direct ou indirect? Mais ça, c'est vraiment central, on va toujours se mettre dans la tête du client. Le deuxième principe pour la livraison de service, c'est qu'on va gérer le travail et on ne va pas gérer les personnes.
Donc on va se focaliser, quand on va faire notre tableau Kanban, on va se focaliser sur le travail en cours, pas sur la façon dont les personnes font le travail. On laisse vraiment les gens s'organiser eux-mêmes et c'est comme ça qu'on laisse l'organisation devenir agile. Le troisième grand principe dans la livraison de services, c'est de développer et d'améliorer les modalités de travail. Alors les modalités de travail sont les règles avec lesquelles on travaille. Elles ne sont pas fixées dans le marbre, on les rediscute. Si on voit que ça ne fonctionne pas, on pose potentiellement la question si on ne devrait pas les changer. Alors maintenant, on va parler des 6 étapes. Donc concrètement, quand on veut mettre un Kanban en place dans une équipe, il va y avoir 6 étapes et on va maintenant décrire ces 6 étapes avec vous. Parfait. Merci Sébastien. Alors, zut, je me trompe de côté. Voilà. Alors, Sébastien vous le disait, 6 étapes, 6 choses à faire dans Kanban. Donc la première, on visualise notre travail. Donc visualiser le travail à travers un tableau en général. Et ça, c'est l'étape dont je vous parlais en intro. Beaucoup d'équipes disent, mais nous, on visualise, donc c'est bon. On fait du Kanban. Alors, on va plus loin que ça. On va décider de limiter notre WIP. Donc, le WIP, c'est le Work in Progress, c'est le travail en cours. En fait, au lieu de travailler sur plein de tâches en même temps, on va vraiment se focaliser. Donc, le focus est une des valeurs de l'agilité. On va essayer de terminer les choses qu'on a commencées. On va gérer le flux de travail, donc c'est pas tout de le voir, il faut le gérer. On va rendre les règles de travail explicites. Ça veut dire qu'avec l'équipe, on va dire, tiens, mais on a plein de possibilités pour s'améliorer. Qu'est-ce qu'on met en place en fait ? Donc, et comment on le documente ? Alors on est dans l'agilité, Kanban est un cadre de travail agile, donc on va travailler sur les feedback loops. Comme on fait dans Scrum, on fait aussi dans Kanban des boucles de feedback pour voir, tiens, mais où on en est, qu'est-ce qu'on met en place, comment on s'améliore. Et justement, comment on s'améliore ? Donc, on s'améliore continuellement de manière évolutive. Donc, c'est le diagramme que Sébastien vous avait montré. On est vraiment dans du changement évolutif. On ne fait pas de révolution avec Kanban. Alors, première étape, qui est vraiment une étape importante, c'est la visualisation du travail et du flux de travail. Et donc le principe, c'est que c'est uniquement en visualisant le travail que je peux réellement agir dessus, que je peux comprendre en fait, mais comment on fonctionne aujourd'hui. Et une fois que j'ai compris comment on fonctionne aujourd'hui, on peut travailler sur le flux de travail et s'améliorer. L'idée étant toujours que mon processus sera meilleur demain qu'aujourd'hui. Alors du coup, on va faire une cartographie. Alors la cartographie, en général, elle est faite sur un tableau Kanban, là, que vous voyez à droite sur le slide. Et donc le tableau Kanban, en fait, il y a des différents éléments. En général, les tâches, donc chaque activité que vous faites est documentée par une carte. Alors, cette carte peut être un post-it sur un tableau physique. Cette carte peut être aussi une tâche dans un outil de suivi. Donc pour du Kanban, on peut utiliser par exemple Azure DevOps, Jira ou PlanView, Linkit, qui sont des outils qui permettent de le faire, ou Trello encore. Donc des cartes. Et alors dans le tableau, on a différentes colonnes, chaque colonne correspondant à une étape dans notre processus. Et donc quand vous avez un post-it, en fait, il va commencer tout à fait à gauche une tâche va commencer à gauche du tableau et va aller de gauche à droite en fonction de... Oula, je donne un coup dans mon micro. En fonction de l'état d'avancement de la tâche. Alors, à côté donc, on a le tableau et les cartes. Alors, un tableau, on n'est pas toujours obligé de faire un tableau avec des colonnes et des lignes. Donc, il y a différents types de tableaux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez la possibilité de documenter, si vous avez plusieurs flux ou plusieurs clients, des tableaux sous forme de volcan, sous forme de cercle, sous forme de toile d'araignée, qui permet de documenter toutes les situations. Donc, tâches, flux de travail. Et le dernier élément qui est important, ce sont les métriques. Donc les métriques, en fait, sont des mesures qui vont être tirées à partir de notre tableau et qui vont mesurer l'efficacité de notre flux de travail. Alors une des métriques les plus importantes, c'est la mesure du lead time. Et donc le lead time, c'est le temps de livraison moyen de notre équipe entre la commande d'un client et la livraison vers ce client. Donc on a en général intérêt de réduire le lead time, comme on vous disait tout à l'heure dans l'exemple du fast-food. Donc un lead time le plus court possible. Enfin, le plus court possible, ou en tout cas le plus prédictible possible, puisque les clients vont nous demander, tiens, vous êtes capable de livrer ça pour quand ? Et donc il est important qu'on puisse mesurer ce lead time.
Alors un autre élément qui peut être intéressant, sur lequel on ne rentrera pas en détail aujourd'hui, mais on a ce qu'on appelle le cumulative flow diagram. C'est le diagramme qui se trouve en bas à gauche de la dia. Et en fait, ça visualise en fonction du temps où se trouvent les tâches, la quantité des tâches par étape dans votre tableau. Et donc, ça donne aussi un diagnostic par exemple, dans l'étape jaune, ça démarre bien au début, mais par contre, ça a tendance à stagner à la fin. Donc, il y a peut-être un problème de capacité à ce niveau-là. Et donc, on a les 3 éléments clés de la visualisation qui sont les cartes qui correspondent aux activités, le tableau qui correspond au flux et les mesures. Et à partir de ça, on a tous les éléments pour pouvoir en fait s'améliorer. On sait où on en est, donc on sait sur quoi on peut travailler, on sait comment devenir meilleur. On a un tableau, donc il y a de la transparence, ça veut dire que chacun dans l'équipe sait qui fait quoi. Donc très important aussi pour la collaboration. À partir du moment où je vois que mon collègue ou mon pote Sébastien est bloqué dans une tâche, mais je vais dire, ok, au lieu d'en prendre une nouvelle, moi je vais l'aider. Donc c'est encore un élément. Et il y a également toute la transparence. Donc vous présentez le tableau Kanban et les métriques, les mesures à un client. Bien, le client va pouvoir dire, oui, ok, vous êtes dans le bon, vous n'étiez pas terrible au début, mais on voit que les actions que vous avez prises font que le flux s'améliore. Il y a moins de post-it qui sont agglutinés à l'entrée. Donc ça va améliorer la relation de confiance avec le client. Donc tout des bénéfices rien qu'en documentant en fait, le travail et le flux de travail. Alors certains pourraient demander, mais en fait, c'est quoi un flux de travail? Et voilà, la réponse est là en fait. Donc un flux de travail, vous voyez ici, on a pris 3 exemples. Le 3e, par exemple, concerne RH. Donc c'est par rapport à un recrutement. Donc on publie l'offre d'emploi, on screen les candidatures, on fait les entretiens, choix du collaborateur et l'onboarding. Donc ça démontre encore une fois que Kanban n'est pas limité à l'IT et peut vraiment s'appliquer à toute équipe qui livre de la valeur. Donc c'est vraiment un élément important. On va faire Kanban pour une équipe qui doit à un moment travailler avec un flux de travail mais qui livre de la valeur, donc un produit ou un service. Alors les grandes étapes que vous voyez là vont correspondre en fait en général aux colonnes d'un tableau. Elles sont les étapes, les activités dominantes, c'est-à-dire c'est les étapes pendant lesquelles on crée le plus de valeur. Et ça correspond à la vue de l'équipe, donc c'est aussi un des fondements de Kanban, c'est que le tableau Kanban est construit par l'équipe. Et donc le processus qui est documenté est le processus tel qu'il est compris par l'équipe. Et donc il va vraiment correspondre à leur réalité. Alors si ça ne correspond pas au vrai processus, c'est pas grave, il peut s'adapter par la suite, mais on travaille toujours avec la vision de l'équipe. Donc l'équipe est complètement autonome par rapport à la documentation de son flux. Alors, à titre indicatif et sans rentrer dans les détails, là vous avez un système Kanban avec un tableau. Et donc comme je le disais, il y a différentes colonnes. Hein. Tout à gauche, on a le backlog, ça veut dire c'est ce que le client a amené chez nous et qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter. Puis il y a différentes étapes, hein. Donc il y a le next, développement, revue, release. Il y a l'étape done, ça veut dire ok, on est prêt, on peut livrer notre produit ou notre service au client. Il y a différentes conventions aussi, on peut avoir des post-it de couleurs différentes qui correspondent à des éléments différents. Ça pourrait être par exemple une demande de maintenance évolutive, un ticket suite à un dérangement. Il y a les membres de l'équipe qui peuvent être représentés par des avatars. Il y a vous voyez, il y a un post-it rouge là au milieu. C'est quand un élément est bloqué. Donc en fait, tout un ensemble de signaux décidés par l'équipe et qui vont vraiment permettre à l'équipe de piloter son flux et de s'améliorer. Voilà, donc je viens d'expliquer la première étape des 6 étapes qui concernent la mise en place de Kanban. Et maintenant, je vais passer la parole à Sébastien qui va vous parler de la limitation du WIP. Voilà, alors. Donc, la deuxième étape dans un processus Kanban, c'est de limiter le WIP. Le WIP en anglais, c'est pour Work in Progress. Ce sont l'ensemble des tâches qu'on effectue simultanément. Alors, c'est ça qui est intéressant dans Kanban, c'est que pour commencer à en faire plus, en fait, on va en faire un peu moins. Alors, pourquoi ? Mais d'abord parce qu'en fait, le multitasking, c'est un vrai problème. C'est pas efficient. C'est une perte de temps.
ça perturbe le focus et la concentration. Chaque fois que je passe d'une tâche à une autre, je dois me reconcentrer, je dois essayer de me remettre dans le contexte, de savoir, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, je gère différentes opportunités clients. Qu'est-ce que j'ai dit à ce client la dernière fois? Qu'est-ce que je lui ai offert? Qu'est-ce que je lui ai promis? Donc chaque fois, j'ai cette perte de contexte, je dois me remettre dedans, je perds du temps. Ça provoque également un stress qui est lié à la surcharge parce que on est souvent stressé par ce qui est encore à faire, pas par ce qui est déjà fait. Donc si j'ai du mal à m'endormir le soir, c'est parce que j'ai encore plein de tâches qui sont ouvertes, pas parce que j'ai réussi à terminer durant la journée. Il y a des chercheurs qui ont même démontré qu'en fait, faire du multitasking, ou en tout cas trop de multitasking, c'est mauvais pour le cerveau, ça peut provoquer des diminutions de QI temporaire, heureusement. Et puis même en plus, ça mène à des fautes dans le travail. Alors pour vous démontrer un petit peu ce que ça peut être en fait de faire du multitasking, on aimerait que vous repreniez maintenant la feuille et le stylo que vous aviez préparé en début de session. Et on va faire un petit exercice. Alors l'exercice c'est le suivant, on va vous demander d'écrire une phrase et une série de chiffres. Alors je vais sortir un tableau pour vous montrer exactement ce que c'est. Voilà. Donc si on peut zoomer en fait... sur le tableau. On va vous demander d'écrire d'abord « Je suis fan du studio Agile » et ensuite une série de chiffres qui va de 1 jusqu'à 22. Et on va vous chronométrer. Donc quand le chronomètre va se mettre en route, vous allez écrire ça. Donc « Je suis fan du studio Agile » suivi par la série de chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 22. Et quand vous aurez terminé, vous allez simplement indiquer votre temps dans le chat et on va voir combien de temps vous faites. Donc vous êtes prêts? On va commencer dans 3, 2, 1, 0, on y va. Donc, je vais le faire aussi. Donc vous êtes plus que 60 connectés, donc j'attends dans vos commentaires pour pouvoir faire la moyenne de tout ça. Allez. Moi j'ai mis 32 secondes. Pas mal. Les champions qu'on a là, on va laisser terminer les derniers parce que forcément ils mettent plus de temps. Ouais, en gros, donc là, tout le monde a mis entre 18 et 28 secondes à peu près. Wow. Ok. Voilà. Bon. Maintenant, on va vous demander de refaire la même chose, sauf qu'à la place d'écrire d'abord la phrase et la série de chiffres, vous allez écrire chaque fois une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre. Donc vous allez faire comme ça. Donc J1, E2 si je comprends bien. Ouais. E, 2, etc. jusqu'au bout, et on va vous chronométrer aussi. Donc même phrase, vous retournez la feuille, comme ça vous ne recopiez pas ce que vous venez de mettre, vous n'avez pas le... D'ailleurs je vais enlever le panneau aussi. Donc je suis fan du studio Agile et puis la série de chiffres de 1 à 22, et puis mais chaque fois donc J1, E2, etc. Donc on va recommencer. 3, 2, 1, 0, on y va. Je suis vraiment nul en fait. C'est stressant, hein. Je suis encore plus mauvais que tout à l'heure. On se met pas la pression. Allez. 50. Allez, les champions, vous pouvez marquer vos scores dans le chat. Promis, on ne rapportera pas. Donc les meilleurs ont réussi à faire 31. Mais ceux-là, ils sont vraiment très très forts. Sinon, je vois que la moyenne est autour de 40-44. Donc,
Ok. Et on monte jusqu'à 58, hein, comme on l'a vu pour certains. Bon. Donc on voit- était à 24-28 et Mhm. maintenant on est à 40-48. Quoi. Ouais, donc on a presque doublé le temps en fait. Mais donc vous voyez que donc dans la première, dans le premier exercice, vous avez fait une chose à la fois. Dans le deuxième, vous avez fait deux choses à la fois. Et en gros, qu'est-ce que vous voyez? C'est un petit peu ce que vous voyez sur le tableau. C'est que chaque fois qu'on switch d'une tâche à une autre, on perd du temps. Alors, c'est pas seulement ennuyant parce que en fait, on finit par prendre plus de temps pour faire l'ensemble de nos tâches, mais c'est aussi ennuyant parce que, admettons que votre phrase c'était votre premier paquet à livrer et vos chiffres c'était votre deuxième paquet à livrer. Dans le deuxième exercice, vous avez tout livré à la fin. Tandis que dans le premier exercice, vous avez d'abord réussi à livrer la phrase, boum, c'est parti, et puis après vous avez livré votre série de chiffres, mais vous avez réussi à livrer donc votre paquet A, on va dire, avant votre paquet B, et donc votre client A, il est plus content aussi parce qu'il a reçu son service bien avant. Donc vous voyez un petit peu les dégâts que peut faire le context switching, et là on n'a fait que deux choses à la fois, je ne vous dis pas si on en fait 3 ou 4 en fait. Voilà. Alors la deuxième chose pour laquelle on va limiter notre WIP, donc le nombre de tâches en cours, c'est quelque chose qui est lié à la théorie des contraintes, qui a été théorisée par une personne qui s'appelle Elia Goldratt. Et la théorie des contraintes, simplement, elle explique que quand on a un flux de travail, ici vous voyez par exemple un flux de travail en 6 étapes, dans notre flux, il y a toujours une partie du flux qui est plus productive, plus efficace que l'autre partie du flux. Donc ici dans le slide que je montre, vous voyez que la première partie de mon flux, elle a une capacité de 4 par semaine par exemple, la deuxième 5, la troisième 4, etc. Mais on a toujours ce qu'on appelle un bottleneck, c'est-à-dire un goulot d'étranglement, un endroit où la capacité de mon flux est plus petite et du coup c'est ça qui va déterminer ma capacité finale. Donc ici mon goulot d'étranglement il est de 2, donc ma capacité totale elle est de 2 paquets par semaine. Quand bien même certaines parties de mon flux sont beaucoup plus efficaces que ça. Alors en limitant le WIP, et on va le limiter vraiment au niveau du goulot d'étranglement, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer tout notre flux à travailler à 2. Donc quand bien même ils sont capables de travailler de façon plus énergique, plus productive. Alors on aura toujours une capacité de 2, mais ce qu'on peut voir c'est que le reste de notre flux a du temps libre, du slack time. Et ce temps libre, ils vont pouvoir l'utiliser soit pour se former, soit pour aller voir justement au niveau de ce goulot d'étranglement comment on peut faire pour l'améliorer et pour augmenter cette capacité. Admettons qu'on, grâce à ce temps libre, on arrive à augmenter la capacité de mon goulot d'étranglement de 2 à 3. Je viens d'augmenter la capacité de mon flux de 50%. Parce qu'en fait le reste de mon flux est capable d'absorber déjà cette quantité de 3. Donc en limitant mon WIP, je crée du temps libre pour le reste de mon équipe qui va pouvoir s'attaquer aux problèmes de mon flux en fait. Parfait, donc on a vu la première étape, on visualise le flux, la seconde on limite le WIP, la troisième on gère le flux. Gérer le flux, ça veut dire on va examiner en fait au travers du tableau visuel comment il fonctionne et surtout on va prendre des actions, mais en fait comment est-ce qu'on le gère, comment on s'améliore. Et pour le faire, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de limiter le WIP, donc Sébastien vous l'a montré. La deuxième, c'est mettre des règles de fonctionnement explicites, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le pull, donc le pull down push, ça veut dire tirer, ne poussez pas. Et le principe du pull, en fait, il peut s'appliquer à deux niveaux. Il peut s'appliquer au niveau des individus. Ça veut dire que chacun, en fait, dans l'équipe a un cadre de travail suffisamment clair pour savoir, en fait, mais dans ce cadre-là, voilà ce que je peux faire et donc je deviens autonome. Autonome, quelles tâches je prends, comment je les traite. Je n'ai pas besoin d'un responsable d'équipe ou de processus qui me dit quand je dois faire le travail. Du coup, les tâches ne sont pas poussées, elles ne sont pas dispatchées, elles sont tirées. Je les choisis en fonction de certains critères. À côté du pôle, on va dire, individuel, on va avoir un pôle systémique que je vais vous illustrer en fait dans la dia suivante. Alors voilà comment concrètement ça fonctionne. Donc on a repris un processus relativement simple.
avec différentes étapes. Le ready, donc les tâches peuvent être prises en charge par l'équipe qui fait les analyses. Alors pour les étapes d'analyse de développement, il y a à chaque fois une tâche peut être en cours, en progrès, ou elle peut être terminée. Si elle est terminée, si ma tâche d'analyse est terminée, même mon développeur qui arrive dans l'étape suivante peut la prendre chez lui, donc dans son backlog. Qu'a-t-on encore? Une fois que le test est terminé, en fait, la solution est prête, elle est prête à être déployée. Alors on a également représenté sur le tableau, à côté des colonnes, des intitulés des colonnes Ready, Analyse, Développement et Test, vous avez des chiffres. Ces chiffres correspondent à la limite WIP. Ça veut dire qu'au-delà de ce chiffre-là, je ne peux pas prendre une nouvelle tâche. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, je suis dans l'équipe de testeurs, donc tout à la fin du processus, j'ai terminé une tâche, hop, elle est prête à être déployée. Et donc, moi, maintenant, nous, dans notre équipe, on est capable d'en prendre 3. Je vois qu'il y a une tâche disponible dans l'équipe de développement, elle est à ma disposition, donc je la prends. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, une fois, c'est la même chose pour l'équipe de développement qui a pris une tâche qui était en analyse, qui était prête au niveau de l'analyse. Et pour l'équipe d'analyse qui a pris une tâche qui était ready en fait pour le flux complet. Donc voilà le principe de tirer, on tire vraiment le flux de travail de la fin. Alors, imaginons donc 2 tâches de développement sont terminées. Moi je suis dans l'équipe de testeurs, on est occupé avec les tâches 2, 3, 4. Moi je les trouve compliquées ces tâches-là, en plus il y a des blocages. Moi ce que je vais faire, je vais reprendre une nouvelle tâche qui est prête là. Je vois qu'il y a dans le développement, il y a la tâche 5 et 8 qui sont prêtes, je vais en prendre une des 2. Eh bien, en fait, non, c'est pas possible, puisqu'il y a une limite 8 qui m'empêche, en fait, de prendre ça. Et donc, le principe, c'est de dire, je termine d'abord, en fait, une des 3 tâches qui me sont assignées. Donc, elle arrive en ready to deploy, et quand elle est terminée, moi, je vais alors chercher une nouvelle tâche dans le développement. Alors, en faisant ça, vous voyez qu'on amène le plus possible de tâches vers la colonne ready to deploy, qui est la colonne en fait de mise à disposition du service ou du produit pour le client. Et donc un des principes de l'agilité aussi, c'est de délivrer régulièrement de la valeur au client. Et donc ce principe-là fait qu'on veille en fait à ce que le client reçoive de manière régulière des différentes activités, différents services et produits, et qu'il soit du coup satisfait par rapport à ce que nous on produit dans notre flux. Olivier, une petite question technique quand même. On est d'accord que ce qui est dans la colonne done ne compte pas ou ça compte encore dans le WIP? Oui. Ça compte. Ouais. Il faut faire attention. Alors. Ouais. Même si c'est fait, il n'y a plus rien à y toucher, on le compte quand même. Dans parce qu'on le n'a cas pas présent, encore donné. Oui. On l'a pas encore donné. Dans le cas présent, maintenant, on peut imaginer une colonne done avec un WIP infini. Si jamais c'est quelque chose qui est en attente, admettons, moi je suis vendeur, je envoie un contrat à mon client, j'ai aucune idée de quand il va me répondre, je peux mettre une colonne avec un WIP infini parce que je ne sais pas quand je vais recevoir de réponse. Mais ici, dans le cas présent, on a bien une limite sur la colonne. Ça avait du sens pour l'entreprise en question. Ouais. Okay. Merci. Alors, 4e étape, rendre les conventions de travail explicites. Donc, en fait, on va répondre maintenant à la question, mais comment nous effectuons notre travail, et garantissons que nous en avons tous la même compréhension. Et donc, en fait, les règles de fonctionnement, elles vont permettre de répondre à la question, mais comment faisons-nous notre travail? Et pourquoi fait-on des conventions de travail? C'est pour que chacun, on parle beaucoup d'autonomie dans l'agilité. En fait, s'il y a des conventions de travail, chacun peut... S'il y a des conventions de travail, eh bien, en fait, chacun va pouvoir travailler de manière plus autonome et savoir ce qu'il peut faire. Et donc, on est aussi tous alignés dans l'équipe, donc on sait très bien ce qu'on doit faire et de quelle manière on le fait, donc on ne pose pas de questions. Alors, des conventions de travail, comme on doit un peu accélérer, simplement ici sur le tableau, vous en retrouvez de manière implicite. Par exemple, vous avez les limites WIP. Les limites WIP sont des conventions de travail. Vous pouvez aussi avoir des conventions de travail sur... on a créé deux lignes dans le tableau. Une ligne pour, par exemple, un type de travail à traiter. Par exemple, ça pourrait être des demandes de maintenance évolutive. Et une autre, par exemple, pour des repairs, pour la levée de tickets. Donc, les conventions vont apparaître sur le tableau. Elles sont visibles, connues, partagées par tous. Et tout le monde en a la même compréhension. Et donc, ça nous permet effectivement de nous améliorer. Alors la 5e étape, c'est d'utiliser les feedback loops.
Donc les feedback loops, en Kanban, c'est un petit peu comme en Scrum. Donc on va avoir des meetings. Et il y en a une qui est vraiment explicitement documentée, alors il y en a d'autres, hein, mais celle qui est vraiment explicitement documentée, c'est le daily meeting Kanban. Alors c'est comme en Scrum, on va avoir un daily qui se passe tous les jours, un quart d'heure, sauf qu'il se passe de façon légèrement différente. Parce qu'en Kanban, on va pas demander à toute l'équipe de s'exprimer. On va d'abord regarder le tableau et on va voir les priorités. On va toujours regarder le tableau de droite à gauche, parce que c'est à droite que se trouve vraiment la livraison de valeur la plus importante, ce qu'on peut déjà livrer vers le client. Et donc on va d'abord regarder, tiens, qu'est-ce qu'on peut livrer chez le client, et puis on va petit à petit aller vers la gauche, en s'attachant aussi à toutes les priorités, parce qu'en fait, on peut attacher des priorités différentes à des items différents. Admettons que quelque chose doit être livré avec une date fixe, ça va être prioritaire par rapport à quelque chose qui a une priorité standard. Une urgence va aussi être prioritaire, et on peut attacher différents types d'urgences à chaque élément. Alors des feedback loops, il y en a d'autres naturellement. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle un replenishment meeting, qui est un meeting qui a pour but de sélectionner dans le backlog les prochains items que je vais prendre dans mon tableau. Ça peut être un blocker clustering pour essayer de comprendre, on a pas mal d'items qui bloquent, comment est-ce qu'on pourrait réduire ces blocages. Ça peut être une rétro comme en Scrum. Donc il y a différentes feedback loops, et plus vous rentrez en maturité en fait en Kanban, mais plus vous allez utiliser ces feedback loops. Alors un autre aspect de Kanban, c'est l'évolution, et c'est une évolution pas à pas. Alors comme vous pouvez le voir ici, le petit bonhomme Mario, il s'est pas fait en un jour, hein, il s'est pas fait en un an non plus. Et pour passer du petit bonhomme pixelisé de 1980 au superbe bonhomme en 3D qu'on a à l'heure actuelle, on est passé par plein d'étapes différentes. On a changé un petit peu les couleurs, on a rajouté des pixels, on a commencé à faire du 3D, etc. Mais chaque fois en testant, de préférence en mode save to fail, pour voir si notre évolution a du sens ou pas. On va utiliser ce qu'on appelle un plan do check act, pour pouvoir améliorer notre système, notre façon de fonctionner. Et donc on part toujours d'un standard, qui est le standard actuel. On met en place une amélioration. Si elle fonctionne, on la fixe. On a un nouveau standard à partir duquel on va redémarrer. Si elle ne fonctionne pas, on retourne sur le standard précédent, on essaye autre chose. Alors enfin, on a les valeurs qu'on a brièvement décrites ici. Hein. Donc il y a 9 valeurs qui ont été décrites explicitement en Kanban. La valeur de transparence, c'est important, il faut que tout le monde soit bien à la page, comprenne bien quelles sont les conventions de travail. Il faut être sûr que tout le monde les comprenne, parce qu'on est tous différents. Donc une convention de travail, même écrite, peut être comprise différemment d'une personne à une autre. La valeur de collaboration, parce que dans notre tableau, il y a des gens, admettons, qui ont plus de temps, ils peuvent d'initiative reprendre des tâches à d'autres personnes pour les aider. La valeur de flux, comme on l'a expliqué. De leadership, l'équilibre peut-être qu'on n'a pas expliqué beaucoup, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre entre l'offre et la demande, parce qu'en fait, qu'en Kanban, comme on n'a pas des cadences fixes, on a des cadences qu'on va calculer, donc on va calculer ce lead time, et le but c'est vraiment de trouver un équilibre entre l'offre et la demande, et d'essayer de diminuer la variabilité de notre flux, donc d'avoir quelque chose qui soit le plus équilibré possible. Alors dernière chose, c'est la mise en place d'un tableau. Alors de nouveau, c'est juste pour information, et c'est quelque chose qu'on discutera plus dans un autre séminaire, si vous voulez, auquel vous aurez l'occasion de vous inscrire aussi. C'est ce qu'on appelle un statique. C'est pour mettre en place un Kanban, on va avoir une approche qui s'appelle System Thinking Approach to Implementing Kanban. Le statique, c'est un peu c'est une approche en 3 étapes qu'on va utiliser tout au début. Donc on va d'abord documenter les frustrations et les problèmes. On commence par une rétrospective pour voir vraiment tout ce qui ne va pas, tout ce qui est amélioré. On va construire notre tableau visuel. Ça, c'est la 2e étape. Et puis après, on va commencer à itérer. Ça, c'est la 3e étape, en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser uniquement au début. C'est quelque chose qu'on va réutiliser plus loin dans notre processus Kanban au fur et à mesure qu'on évolue. Donc voilà, ça c'était notre présentation d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on organise un séminaire le 8 juin
J'ai indiqué l'adresse ici en dessous si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, ce sera un séminaire d'1 h 30 et on ira vraiment plus en détail dans les rôles, dans les métriques, dans les classes of service, donc c'est-à-dire comment on définit les priorités en Kanban dans un tableau pour qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à d'autres en fonction du temps, en fonction de l'urgence, etc. Et un grand merci aux personnes qui apparaissent là, donc Martin, Patrick Steyart, qui est un des gourous de Kanban, et Norman et toute l'équipe aussi qui nous ont donné la chance ici de participer, qu'on remercie du fond du cœur. C'est une chouette expérience, merci à vous. Merci. On a pas mal de questions, donc on va voir comment on les gère. Et je vais commencer par la plus compliquée et la plus philosophique. Là. Et on va essayer de le faire court parce que je sais qu'il y a des conférences uniquement là-dessus. Scrum, Kanban, Lean, vous mettez ça comment, les uns par rapport aux autres? Comment est-ce qu'ils s'intègrent les uns dans les autres ou qu'ils aident? Mais bien dans le micro, comme ça. Oui, pardon. En tout cas, mon expérience fait que Scrum fonctionne bien quand on est en fait en mode projet. Ça veut dire qu'il y a un grand backlog qui est identifié au départ et pour lequel on va commencer à faire de la priorisation et introduire ça en fait dans des cadences de livraison. Je dirais que Kanban fonctionne mieux quand on est dans des processus plus réactifs. Ça veut dire qu'on n'a pas spécialement identifié dès le début les différents éléments qui vont arriver. On connaît les types de services qui arrivent, mais on n'a pas une vue sur du long terme. On sait que des incidents vont arriver, mais on ne sait pas lesquels. D'accord, donc on peut faire l'un sans l'autre. Enfin, en tout cas, c'est on peut faire indépendant. L'un sans l'autre. Et, voilà, et on peut intégrer aussi des équipes Kanban et Scrum si on fait du PI planning, par exemple. D'accord. Et pareil pour le Lean. Vous voyez un lien entre le Kanban et le Lean? Alors Kanban est inspiré du Lean, notamment toute la partie gestion du flux, c'est vraiment inspiré du Lean Management en fait. Et donc quand on parle de tickets Kanban qu'on a montré au début, c'est quelque chose qui vient de chez Toyota. Donc dans le Toyota Production System, on utilisait des tickets Kanban et c'est vraiment du Lean Management pour pouvoir gérer le flux en fait. Et ça le rend concret, quoi. Ouais. Ok, super. Vous avez répondu rapidement et justement à cette question-là. Alors maintenant, les 3 autres questions beaucoup plus concrètes. Sur le lead time. En fait, on a souvent un souci quand les tâches n'ont pas la même taille. Comment est-ce que vous gérez ça dans le Kanban? En fait, on va travailler en amélioration continue. Donc, on va essayer de découper les tâches pour qu'elles aient la même taille, mais ça, c'est le vœu pieux, parce que ce n'est pas toujours possible. Alors, si on veut pouvoir documenter des tâches de taille différentes dans un tableau Kanban, on va créer en fait des swimlanes, donc on va créer des sous-processus dans lesquels en fait on va essayer de retrouver des tâches similaires. Donc on pourrait très bien avoir dans le tableau, comme je le disais tout à l'heure, des tâches qui sont plus ou moins de même taille dans une ligne, dans une swimlane qui sont des demandes de maintenance évolutive, et puis créer une autre ligne avec des tâches par exemple pour résoudre des incidents, et on mesure à ce moment-là les indicateurs dans chacune des swimlanes séparément. Donc c'est les mêmes processus, mais on différencie les tâches pour pouvoir faire le reporting de manière séparée. Merci. Et alors, un autre problème qu'on rencontre et qui est mentionné dans le chat, c'est pour ça que je me permets de le dire, quand on est avec le Kanban et qu'en fait il y a une tâche qui est bloquée mais à cause d'un élément extérieur. En fait, quelque part la tâche elle reste là, donc le fameux whip, on va l'exploser sinon. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à gérer ça correctement dans ce Kanban? Alors gérer correctement, on est de nouveau dans de l'amélioration continue parce qu'effectivement, dans la pratique, on va essayer, comme l'idée de mettre un whip, c'est quand même de veiller à ce que les tâches qui sont bloquées, on travaille dessus. Ça veut dire que si j'ai des tâches bloquées, s'il n'y avait pas de whip limit, je pourrais dire elle est bloquée, j'en prends une nouvelle. Donc on va quand même dire attention, vous allez dépasser votre whip, vous devez résoudre le blocage. Le blocage n'est pas toujours, comme tu dis, dépendant de nous. Donc, parfois, il est nécessaire de dire, OK, on va dépasser temporairement la limite 8. On s'autorise, quoi. On l'autorise, parce que sinon, la machine est complètement à l'arrêt. Ouais. Tout à fait. C'est bien. Et est-ce que vous auriez un truc pour qu'on utilise le Kanban en mode maintenance? Parce que là, on le fait beaucoup en mode projet, donc ça semble assez logique. Mais en maintenance, est-ce que vous avez des expériences là-dessus? Moi, j'ai de l'expérience pour des services AMS, donc qui font de la maintenance évolutive et corrective, et ça fonctionne vraiment très bien, en fait. On documente leur flux de travail, on a identifié des swimlanes, donc des types de tâches qui traitent, et puis on a identifié les étapes, et ça fonctionne. L'expérience est très, très positive, très bonne. Oui, je pense qu'il y a une étude de cas intéressante chez Microsoft aussi au niveau maintenance qui est très très bien documentée et qu'on peut partager aussi avec tout le monde. D'accord. Ok, très bien.
Donc le secret, c'est vraiment de décomposer ces tâches en tâches idéalement de la même taille et de voir en quel sens elles sont à faire et puis on suit. Ouais, et de différencier ces tâches, donc on pourrait avoir par exemple des tâches X, des tâches Y et des tâches Z qui sont relativement différentes les unes des autres, des tâches Z qui sont plus longues et des tâches X qui sont beaucoup plus courtes, et ça nous permettra en fait de les mesurer chacune séparément aussi. D'accord, donc c'est pas forcément en ligne, ça peut être aussi en colonne, quoi. Ça peut être en colonne, et il n'y a vraiment pas de... il n'y a pas de règle pour faire un tableau Kanban, c'est-à-dire que tout à l'heure on l'a montré, il y en a qui sont des classiques qui vont de gauche à droite, il y en a qui sont en forme de cercle. En fait, c'est vraiment, il faut que l'équipe peut être aussi créative qu'elle veut et adapter. Ça peut être une toile d'araignée, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et il faut que ça s'adapte à votre façon de travailler. Ça, c'est le plus important en fait. C'est bien. Super. Alors une petite dernière question sur le switch. Donc on a dit que c'était pas, on a fait l'exercice, c'est pas bon du tout de switcher, mais moi ou d'autres, on aime bien faire plusieurs choses à la fois. Oui. Comment est-ce que vous avez des arguments contre ça? C'est quoi la limite? Comment est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est une bonne question en fait. Je sais pas si tu as envie de répondre à ça. Non, je n'ai pas. Je pense que c'est vraiment une question d'efficacité. Après, c'est voir où sont les priorités naturellement. Moi, je l'utilise très très fort parce que j'ai tendance notamment à tout le temps aller dans mes mails. Et puis je vais dans mes mails et puis je fais une tâche, puis je vais dans mes mails, puis je fais une tâche. Et en fait, je me rends compte que je perds énormément de temps. Et moi, pour moi, personnellement, cette perte de temps, elle me pose un gros problème, quoi. Et je me force à fermer ma boîte mail, par exemple, et à ne l'ouvrir qu'une fois par jour. Et une fois par jour, je prends 1 heure où je ne fais que ça, et je me rends compte que je suis beaucoup plus efficace. Alors maintenant, à voir si vraiment ça va contre ma façon préférée de travailler. Enfin, il y a toujours un équilibre. Là, c'est pour l'efficacité. Après, si c'est pour une joie au travail, que j'ai envie de pouvoir faire différentes choses, on ne va pas le forcer non plus. Mais d'un point de vue efficacité et d'un point de vue brain process, c'est vraiment un problème. Ouais. Je voulais juste ajouter, pour l'anecdote, mais ma fille est en blocus pour le moment et elle fait quelque chose que moi, j'aurais jamais fait, c'est-à-dire le matin, elle étudie une matière, un examen, l'après-midi, elle étudie un autre examen. Je dis, mais t'es pas efficace. Elle me dit, si, dans ce cas-là, je suis efficace, sinon je sature et je parviens plus à retenir la matière. Donc, exactement. Il y a effectivement ces deux aspects importants. Tu peux quand même avoir une efficacité, même si tu switches. Par contre, c'est de travailler 5 minutes sur un, 5 sur l'autre. Ouais, ça, il y a une limite à avoir. Ok, ben voilà, donc on arrive à la fin, c'est formidable. Je vais répondre maintenant au challenge de la bonne question qui me vient par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Ce qui me semble, quand j'entends tout ce que vous avez raconté, c'est la bonne question, c'est quelles sont mes capacités? À chaque fois, on se demande qu'est-ce que je suis capable de faire en combien de temps. Ouais. Donc, on a vu ça avec la dernière question, mais tout au long, c'est vraiment comment est-ce que je vais structurer mon temps et qu'est-ce que je suis capable de faire. Et donc, après, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Ouais. Donc, c'est une bonne question sur la maturité qu'on peut avoir et donc se connaître soi-même. Donc, bonne réflexion à vous sur quelles sont vos capacités et comment est-ce que vous faites pour les utiliser au mieux. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à tout le monde.